C'est Angel. À seulement 28 ans, il est en train de révolutionner le monde de la location automobile autour d'un business model complètement unique. L'abonnement. Parti de zéro, il possède aujourd'hui des millions d'euros de valeur de flotte. Mais qui est-il vraiment et comment a-t-il fait pour en arriver là? On va le découvrir ensemble. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans le 4e épisode du 24 Hour With. Et on se retrouve dans un autre pays parce qu'on a passé la frontière, on est au Luxembourg et on retrouve un guest très spécial pour une journée de dingue qu'on n'est pas pris d'oublier. Ah, ça va être fou, aujourd'hui on va prendre une de masterclass, j'ai envie de vous dire comme à chaque fois, mais cette fois ça va être encore différent. Ça va bien? Ça va et toi? Bon ben, bienvenue ici. Merci et puis vous avez voulu 24 heures authentiques. On commence avec une demi-heure de retard, c'est parfait. C'est quoi du coup un petit peu là, le planning de la journée, Angel? C'est quoi le planning de la journée? On va aller chercher 2 nouvelles voitures et à la suite on va aller visiter un petit truc et faire un petit deal avec... Un petit deal et un petit truc. Un petit truc, un petit deal, tu vois. Je pense que ça va être sympa. Puis on va visiter un immeuble. Ça a bien avancé donc on va aller voir ça aussi, quoi. Bah c'est top. En fait, ce qu'Angel il sait pas, c'est que moi j'ai pas le permis, de base je m'intéresse absolument pas aux voitures, mais juste en fait je suis tombé sur une de ses vidéos sur Insta, et je sais pas en fait tout simplement j'ai kiffé le personnage. Je me suis dit ce gars là, il a un truc. Donc je l'ai contacté directement, je me suis dit je vais faire une vidéo avec lui, et aujourd'hui on est là et on va voir s'il va réussir à me faire kiffer les voitures d'ici la fin de la journée. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots un petit peu? Ouais, clair. Me présenter en quelques mots, bah, écoute, moi je m'appelle Angel, j'ai 28 ans, ici maintenant je suis le fondateur de Turismo et je pense que j'ai un peu la passion d'entreprendre des choses et d'essayer des choses, c'est ce qui me définit le plus. Ça fait maintenant 10 ans que je suis là-dedans et maintenant on passe un second step. Avec Turismo, est-ce que tu peux m'expliquer en quelques mots un petit peu ce que vous faites? Alors, avec Turismo, on essaie de révolutionner le monde de la mobilité de luxe. Donc, nous, on est vraiment dans cette niche-là. On vient révolutionner, si tu veux, la possession automobile plutôt et convertir le process de ownership vers usership. Et on va venir travailler avec un abonnement qui, du coup, est flexible parce que tu vas pouvoir switcher de voiture. Switcher de voiture, ça va te permettre de pouvoir varier tes dépenses, varier ta déductibilité, varier tes besoins, variété de plaisir. Aujourd'hui, vous avez pris combien de voitures dans votre flotte? Aujourd'hui, on va arriver à une 60aine de voitures, donc on vient de dépasser les 50. Donc vous êtes propriétaire du coup? Donc on est propriétaire et avec les commandes en cours, on va arriver plus ou moins à 100 voitures. Et quand on avait 47 voitures, ça représentait 333 Tesla Model Y. Pourquoi? Parce qu'on est axé sur des voitures qui sont très chères. Notre coût moyen par ressource, pour l'instant, il est plus ou moins dans les 148 000 euros. C'est quoi un peu les différents types de véhicules là par exemple aujourd'hui que vous avez? Donc on va grouper ça en 5 catégories et on a groupé ça, on a décidé de faire par le prix. Et donc on a une première catégorie où tu vas avoir des Porsche Macan S, des Range Rover Velar, des Audi RS3, Audi RSQ3. On n'a pas encore vraiment de coupé sportif dedans, on va essayer de le faire l'année prochaine. Il y en a une deuxième catégorie, là tu vas avoir des Porsche 992, des RS6, des Range Rover Sport hybride, donc des ductibles, sportifs, etc. Donc là on a une belle variété de voitures. Et puis catégorie 3 par exemple, c'est une voiture comme dans laquelle on est là maintenant. Et puis on a aussi Aston Martin G63. Et là, catégorie 4, tu vas déjà avoir des Lamborghini Huracan Evo Spider, McLaren 600LT, Spider, Ferrari Roma. Au 5 là, tu as le top des supercars. Et là, tu vas avoir des Lamborghini Super Trofeo Omologato, Ferrari 488 Pista. On a vraiment des voitures exceptionnelles dans cette catégorie-là. On a les Urus Performante. Et pour l'instant, c'est le sommet de notre pyramide. Pour l'instant. Aujourd'hui, Turismo, ça représente quoi?
Eh bien, aujourd'hui, Turismo, je pense que ça représente surtout l'avenir parce que la valorisation de la boîte, elle fluctue à une vitesse qui est complètement folle, mec. Mais on fait entre x2 et x4 sur notre chiffre d'affaires par an. Dis-toi, en 2020, on fait 120 000 € de chiffre d'affaires avec cette boîte. L'année après, on fait 650 000. L'année après, on fait 2 350 000. Cette année, on va faire entre 4 et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les commandes qu'on va avoir sur la fin d'année, ou Q1 2024, c'est 10 millions d'euros hors TVA de valeur de flotte. Ok, ouais, donc ça augmente. Ça augmente, tu vois, exponentiellement. Donc l'année prochaine, au minimum, on va acheter 10 millions de plus et au minimum, on finira l'année avec 20 millions d'euros de valeur de flotte. Si on travaille bien, qu'on est performant, on peut atteindre les 50 millions. Tu veux un massage? Vas-y, je suis grave chaud. Je suis archi chaud. Toi aujourd'hui, comment tu as démarré tout ça? Est-ce que tu viens plutôt d'un milieu social où justement ça t'a aidé peut-être à entreprendre, ça t'a favorisé justement à développer ce genre d'entreprise-là? D'où t'es parti? Mon père est ouvrier dans le bâtiment, ma mère travaille plus depuis plusieurs années. En fait, tout a commencé avec la frustration. Et je pense que la frustration, elle peut être positive, tu vois. Je pense que ça peut être un élément qui peut te booster et qui peut te faire faire des trucs qui sont complètement fous, mec. En fait, c'est toi qui prends les énergies, qui les transforme de ce que tu as envie de faire. Bref, donc on avait une maison qu'on rénovait, donc j'ai appris à faire tout là-bas. Le fait que j'ai pas pu travailler quand j'étais jeune, dans un emploi traditionnel, genre caissier au Deleuze, au Carrefour, tu vois, au Auchan, faire des trucs comme ça, des jobs étudiants, je pouvais pas parce que je travaillais à la maison. Fallait repeindre, fallait plafonner, fallait ci, fallait là, tu vois, fallait faire l'électricité, aider mon père, tondre, machin. Donc, il fallait que j'aide la famille. Et donc, qu'est-ce que ça a fait? C'est que il y a 14 ans, 15 ans, j'ai commencé à faire du business. J'ai importé des montres, tu vois, les montres GSM de Chine avec les petits stylets que tu avais. Voilà. Je vendais ça à l'école, et puis des casques audio, des trucs comme ça. Et grâce à ça, je m'achetais mes habits à Burke. En vrai, tout le monde pensait que j'étais blindé à l'école. Tu vois. Ils pensaient que mes parents étaient blindés. Ma mère, elle venait en Nissan Micra, ça coûtait 1500 balles, tu vois. Et rien à voir, en fait. C'est moi qui me faisais tout seul. La débrouille. Je savais la débrouillardise. Mec, j'allais mettre du diesel dans la caisse. Ah, c'est ton objectif, ça c'est Douane. Douane, il connaît rien en bagnole. Il connaît rien, c'est ça. J'ai déjà vu bégayer quand je parlais des voitures tout à l'heure. Là, on vient de nous proposer l'essai de cette voiture-là aujourd'hui, cet après-midi. Original. Ah, original, hein? Très original. Ah, c'est quelle marque? Ça, c'est quelle marque? C'est quelle marque, ça? Ça, Angel. Ça, Angel, s'il te plaît, pas à moi. Ah, si, à toi, si, si. Angel. Là, c'est quelle marque, ça? Mais ça, tu sais très bien c'est quelle marque. Bonjour. On vient pour la réception de la Macan. On s'était dit à un moment donné avec Renault, finalement, comme on est en surpression au niveau des demandes d'abo qui disent il faut que les voitures rentrent, etc. On ne l'a jamais fait, mais on s'était dit qu'on allait attendre qu'il y ait 7 ou 8 voitures qui arrivent, qu'on allait vider la concession de toutes les voitures qui n'étaient pas à nous, qu'on allait la remplir uniquement des voitures qui étaient à nous, et qu'on allait privatiser la concession et faire genre une immense livraison où toutes les voitures étaient des nouvelles voitures Turismo. Je ne sais pas combien on en a déjà reçu, je ne sais pas grand chose en fait. On pourrait encore le faire puisqu'on va recevoir les 2 Cayenne en même temps et 7 Macan. Donc on va recevoir 9 voitures. Regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tu vois, on pourrait le faire. Mount Everest ain't got shit on me, 'cause I'm on top of the world. I'm on top of the world. Yeah. Mount Everest ain't got shit on me. Ouais, les gars, je veux pas faire du scénario. La réaction choc. Voilà. Non, c'est une voiture incroyable. C'est vrai que quand ça fait la 7e fois que tu déballes exactement la même voiture, un peu différent. Ça fait un peu d'émotion. Ouais. Là, les gars, vous êtes avec les mauvaises personnes pour pas avoir le permis. Je te dis, il n'y a pas un camion, mais 2 camions. 2 camions.
Et il est quelle heure? On va Et il est 11h30. les 2 camions, les gars. La journée n'est pas finie. On va vider la conversation, on va mettre que des voitures Turismo. Je t'ai dit, c'est pas une joke ce que je t'ai dit, tu vois, ça va être fou ça. On va arriver et là tu vas avoir toutes des voitures bâchées. Ça va être un truc de malade. Là il faut que vous reveniez de Paris. Hein. Donc, il y a encore une autre Macan qui est dans le stock qui va arriver aussi. Que vous allez prendre aussi? Non mais qui est ici, qui est à nous, qui est déjà pris. Ah ouais. C'est au plus gros client? En termes de volume. En termes de volume, en termes d'unité. Ouais. Sur l'année, ouais, ça fait. C'est pas tous les jours. Comment il va? Vous connaissez? On s'est vu une fois. Je suis très déçu. Ça va bien? Bonjour. Bonjour. C'est chose faite, hein? Ouais, c'est chose faite. Ah, c'est bien. Il était que 11h30, mais Angel avait déjà réceptionné une Porsche Macan et validé la commande de pas un, mais 2 autres camions remplis de Porsche. Et je vais vous faire une confidence, on était alors au tout début des hostilités. Take it like 9 out of 10. Think we gon' find that again. Think I gotta buy that again. Behind the tent, I sin, I've been. Can't forget about that place we went. Right after you put that in my hand. Do you still pop? Not so bad, non? Do you still drop some? No, you can't. Oh, c'est très 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 chouette. C'est très 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 chouette. Oh, même nous on n'a pas ça les gars. Oh. Ça c'est chouette. Pouah. Ça c'est très chouette. Et ils ont dit. Bon les gars, first Bentley. Première de la collection. Première fois. Après il y a encore plein de premières fois à faire, hein, mais première Bentley. Ouais. En fait, l'histoire d'acheter la Bentley, c'est assez marrant parce que je ne l'ai pas fait pendant longtemps. Et puis, on a réceptionné un Urus Performante. Puis, il y avait une soirée ce jour-là avec la présentation de la nouvelle Revuelto. Et les gens commencent à arriver. Et on discute. Et sur base de discussion, je lui dis, allez, tu sais quoi, viens, on arrête de discuter. J'achète maintenant une Bentley. Et donc là, il y avait une réception à côté, tu vois. Et on s'est mis en side pendant une demi-heure. On l'a configuré, on l'a signé, on l'a acheté. Et elle est là. Et par exemple, entre le délai là où tu la reçois en général et le délai où elle commence justement à partir chez des clients de Turismo, c'est quoi après? Instantané. C'est instantané, mec. C'est folie. Celle-là, bon, on la garde pour nous pour l'instant, donc il n'y a pas de. Bon, félicitations pour nous. Merci la poule. Oh les gars, Il tient la boîte. ça c'est ma plus grande fierté. Après ma famille. Ouais, je suis là. Sorry. Ça, pour protéger les clés. Ah ouais. Je les avais vues l'autre fois là. Ouais. Oh, le La porte-clés. même couleur toujours que de l'intérieur du cuir de ta voiture. Et ici, Graf von Faber-Castell, c'est une. Oh c'est un mec, stylo, collaboration avec Bentley. le truc qui peut me faire le plus plaisir, ça. Stylo et papier, j'adore. Et les gars, vous voulez que je vous dise un truc sur signer des documents? Je me suis rendu compte d'un truc, c'est signer des documents, ça représente beaucoup de choses. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a des mecs, ils peuvent ne pas signer de documents pendant 6 ans. Les seuls documents qu'ils vont signer, c'est leur abonnement GSM, tu vois. Mais en fait, au plus tu prends des risques, au plus tu prends des engagements, ça se reflète par ça. Donc tu vois, c'est pas juste un simple objet, un bic. C'est pour ça que je dis que j'adore ça. Ouais. Ça représente tout, ça représente les engagements que tu prends dans la vie, tu vois. Au plus tu prends des engagements, au plus tu dois signer tous les jours des trucs, mec. Voilà. Encore félicitations. Merci mec, c'est cool. Je te remercie. Première d'une longue série. Yes. Ce n'est que le début. Toi, c'était quoi pour toi le plus gros engagement que tu as fait avec toi-même? Qui t'a permis aujourd'hui de signer justement, que ce soit des Bentley, des Lambo, des Porsche, etc. Quel engagement t'as pris pour faire ces signatures? Je pense que c'est un engagement mental. C'est un truc du coup que tu signes pas, mais c'est l'engagement d'accepter de prendre du risque et maintenant que le risque soit plus grand que la personne que je suis. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que mon entreprise va me dépasser, c'est sûr. Je l'espère, je le souhaite. Ça te fait toujours un truc du coup quand tu achètes une voiture ou quand tu en reçois une, ou maintenant avec le temps quand même ça c'est devenu... Ouais, malheureusement, et il y a un copain qui me disait ça encore hier, il me disait c'est important de ne pas devenir aigri par la vie et de dire que tu sois plus ébloui par les petites choses, parce que... et il dit, je ne supporte pas les gens, mais c'est difficile, c'est un travail sur soi-même. Évidemment, j'ai reçu la Macan, j'ai eu aucune dopamine qui s'est dégagée. L'humain s'habitue tellement vite. Oui. Et c'est pour ça que je me force, en tout cas. Je me force. Mais ma passion, on a pris un coup. Ouais. En soi, aujourd'hui, je prends limite plus de plaisir, j'ai envie de dire, et ça va plus te driver, de faire vibrer le taf que tu fais en fait au quotidien sur Turismo et l'évolution que la voiture en soi en fait que tu reçois. Claire. Au début, c'était plus les voitures que mon entreprise. Maintenant, ce n'est que l'entreprise.
Souvent, on a tendance à penser que les phrases du type « il faut que tu apprécies le processus plus que l'objectif » sont complètement bâtons. Mais ici, on voit bien que ça prend tout son sens. Quand tu démarres dans l'entrepreneuriat, tu te dis toujours que atteindre un tel objectif va te rendre heureux. Mais la réalité, c'est que très souvent, à peine t'as atteint celui-ci, tu en as déjà un nouveau, puis encore un nouveau. Et cela ne s'arrête jamais. C'est la raison pour laquelle, si tu ne tombes pas amoureux de ce putain de processus, tu ne pourras plus continuer à évoluer à grande vitesse, mais surtout, que tu ne seras jamais épanoui. Sometimes when I sit back and really let it register, I did everything I said I would and said it first. I mean the world's in denial, but they all know what I'm headed for. Après cette matinée bien agitée, on est allé manger dans un super bon resto au parc. J'ai pris un petit risotto et Angel m'a dévoilé la suite du planning de la journée. Et laissez-moi vous dire un truc, c'est que je l'avais pas vu venir. Probably never thought that I would get these legs to work. I work hard, but hard shit don't need no extra work. That's why I show up in a sweatshirt and let it burn. Bon les gars, vous savez où on est là? Parce que vous êtes français, vous connaissez pas ça? Non. C'est un emblème ici, le parc du cinquantenaire et Auto World. Et maintenant j'ai appris que tu étais... Oui, partie du comité de direction. Donc en fait ici c'est là où a commencé le premier salon de l'auto en Belgique. On commence par où? Par le début de l'histoire? Ben voilà, donc moi ce que je voulais un petit peu expliquer par rapport à cette expo, là où on a voulu venir, c'est qu'on a voulu un peu représenter les trois grands chapitres de cette marque qui est Bugatti. Donc bon, on a d'abord le chapitre avec Ettore et Bugatti, qui est quand même le créateur de la marque en 1909, qui s'est basé à Molsheim, dans le château. Qui est toujours le siège social de Bugatti. Qui est toujours le siège social de Bugatti. En 98, le rêve d'un homme qui s'appelait Ferdinand Piech a décidé de racheter la marque Bugatti et de faire renaître de ses cendres. Et donc, il a décidé de relancer cette marque. Et il y a une petite anecdote que je voudrais t'expliquer, c'est que quand il a racheté la marque, il a invité ses ingénieurs à venir dans son bureau, une sorte de bureau ovale un petit peu. Okay. Voilà. Et donc il a dit à ses ingénieurs, voilà, j'ai 4 souhaits. Ça c'est le briefing. Le premier, c'est qu'il veut un véhicule qui dépasse les 1000 chevaux. Et il voulait, sur le banc, 1001 chevaux, en référence au Conte des Mille et une Nuits. Il y a réussi. Un. Deuxième souhait, un véhicule qui dépasse les 400 km/h. Et il a réussi. Il a réussi. Et troisième souhait, c'était d'avoir un véhicule qui puisse utiliser sur circuit durant la journée et avec le même aller à l'opéra avec son épouse le soir. Et le quatrième, ce qui était à l'époque quelque chose d'impossible. Impossible pour une voiture neuve. Voilà, que le véhicule vale plus d'1 million. Exactement, hors taxe. Hors taxe, wow. Et voilà, ben ça c'est la création, c'est la fameuse Veyron qui symbolise justement cette renaissance. On a bien 1001 chevaux, je peux te dire qu'ils sont bien là. Elle a une prestance exceptionnelle. Elle a une prestance, au fait, nous on travaille sur 3 piliers importants. Performance, innovation et élégance. Ah, je sais pas, t'as combien tu penses avec toutes les voitures là ici là? Pouf. Toutes les voitures regroupées ici? Je sais pas, honnêtement 500 millions. Je pense qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire une personne qui a acheté une Bugatti qui a perdu de l'argent en achetant une Bugatti. Ouais. C'est un vrai investissement, c'est une œuvre d'art, tu vois. Là, c'est le sommet de la pyramide. Comme vous l'aurez sûrement compris, de base, les voitures, c'est pas trop mon truc. Cependant, j'ai trouvé ça passionnant de découvrir toutes les histoires, toutes les anecdotes qui se cachent derrière la marque, qui se cachent derrière cette révolution technologique qu'il y a eu au fur et à mesure des modèles, au fur et à mesure des époques, et qui transperce le temps. Bon l'équipe, première partie de la journée juste folle. Angel a récupéré du coup pas une,
mais 2 voitures et il a 2 autres camions qui doivent arriver dans les prochains jours. Maintenant, la journée n'est pas finie. On est revenu à ses bureaux et il va nous faire la visite complète, un tour des quartiers généraux de Turismo et on va aussi pouvoir discuter plus en profondeur pour comprendre en fait concrètement quel est leur business et comment font-ils pour avoir une croissance aussi impressionnante. Et n'oubliez pas l'équipe de vous abonner à cette toute sainte chaîne YouTube parce que des masterclass comme ça, on en sort tous les mois et si jamais vous ne la suivez pas, c'est que vous êtes au mauvais endroit. Action! L'équipe, on a déjà passé une très bonne première partie de journée. Et là, on est rentré parce que c'est vrai que ce matin, on est passé un petit peu en coup de vent. On n'a pas eu l'occasion vraiment de découvrir les quartiers généraux de Turismo. Et là, l'objectif, c'est que tu puisses nous faire une petite visite pour nous montrer un petit peu comment c'est organisé et l'endroit en question. Mais donc, tout tourne finalement autour de cette entrée, la zone de présentation pour les voitures. On a voulu mettre le point fort sur l'expérience quand le client vient chercher sa voiture. À chaque fois qu'on va avoir un client qui se déplace jusqu'ici, on va mettre la voiture là, on va la bâcher. Tu vas mettre la sienne directement dans l'entrée principale comme ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, on a une salle de réunion. De nouveau, je me répète 1001 fois, c'est pas fini. Il va avoir ici un grand écran plat et Samsung qui font ça. Je sais pas si tu connais, c'est Samsung Pro. Et genre, tu peux écrire dessus. C'est genre le tableau blanc du futur. Toi, tu vas kiffer, ça va faire des business plans, des trucs, des calculs. Ça va être juste avec dingue. toute la team là ici. On va essayer de faire un truc assez neutre dans les couleurs, noir, blanc, beige. Là, on va voir les cuisines, arrière-cuisine, salle data. Tu as aussi mis les toilettes, tu m'avais dit, aux couleurs de Turismo. C'est assez marrant. Mais ça montre que comme tu personnalises l'expérience, tu vois, en allant… Ah ouais, jusqu'aux toilettes. Jusqu'aux toilettes, ouais. Mais il n'y avait rien ici. Enfin, les murs, on les a construits, il n'y avait pas de toilettes de base. Et c'est toi qui as réfléchi à ça ou qui t'a impliqué là-dessus? On a même mis les œuvres d'art jusque dans les toilettes. Ouais. Jusque dans les toilettes. Je trouve ça assez stylé. Et puis du coup, les codes couleurs de la boîte, c'est rouge et bleu. Évidemment, c'est les toilettes hommes, donc tu vois, il y a toujours un essuie ou autre qui traîne. Je vous conseille de tester celui-là, il est vraiment cool. C'est quand même marrant que c'est la seule entreprise, tu vois, où on s'amuse à chaque fois à visiter les toilettes, mec. Entre luxe et cheap, la barrière, elle peut être très très fine. Tu vois. Je vais pas me répéter 1000 fois, mais de nouveau, c'est pas fini. T'as remarqué ou quoi? Samsung Odyssey, mon pote. Je me suis acheté un écran, les gars. Je trouve ça, je travaillerai plus à la maison. Je déteste quand les choses sont pas à leur place, mec, ça me rend ouf. Ouais, t'es toujours maniaque? Ah, non, mais… Mais un peu quand même. Tu vois, ça va pas là. Quoi dire d'autre? C'est pas fini, mais c'est déjà pas mal. Franchement, je kiffe le bar. Il est stylé, mec. Ouais, je le trouve magnifique. Et même pour la culture d'entreprise ou quoi, en fait, t'offres aux personnes qui viennent travailler chez toi vraiment une expérience. Et le bar ou ce genre d'endroit, ça contribue justement, je pense, à l'expérience justement de travailler chez Turismo, tu vois. Comme tu dis, les deux sont joints finalement. C'est l'expérience du travail, mais c'est aussi l'expérience du client. Et ça peut être n'importe qui. Tu le ramènes ici, je pense qu'il y a une ADN qui est omniprésente, tu vois. Donc ouais, on s'est fait un petit bar ici. Je le dis ou pas que c'est pas encore fini? Non. Le mec à chaque pièce, à chaque… C'est vrai, ça me… Par contre, je vous préviens, le showroom qu'on va voir juste après, il est pas encore fini. Hein. Une pièce qui est pas finie. Bon, si, elle est finie, elle est juste en bordel. Bon, on collectionne pas les boîtes de luxe, hein, les gars. Tu t'inspires du packaging pour faire tes propres cadeaux pour les clients ou comment ça se passe? Ouais, exactement. Je regarde la qualité des différentes boîtes et comme on est dans le luxe, on va aller se référer aux marques comme, tu vois, Louis Vuitton, Hermès, Chanel ou même Lamborghini, Porsche, etc. Tu vas analyser ce que font la concurrence dans le luxe pour reproduire la même expérience du coup pour tes clients. Regarde, tout à l'heure, comme j'étais content d'avoir reçu un Bic. Ouais, le Bic, ouais, Bentley, ouais. Mais dans son packaging, tu vois, tu ouvres la boîte, t'as le petit stylo qui est mis, c'est une attention mais qui fait la différence. C'est quoi l'œuvre que tu préfères qui est présente? L'œuvre, je sais pas, c'est lui, mec. C'est lui là-bas, là, le boxeur là? Juste le truc, pourquoi je le préfère, parce qu'il est dans un renfoncement, tout autour du noir. Et le soir, quand tu ouvres la porte du hangar pour rentrer ta voiture, tu vois tout au loin le boxeur qui te regarde, et donc j'adore. Et donc les histoires des œuvres d'art, et j'ai des amis au Luxembourg qui ont une galerie d'art qui s'appelle ArtM, et finalement nous on a ouvert ici. Au départ on a dit on va entreposer quelques œuvres, et puis finalement maintenant c'est devenu vraiment l'endroit où ils entreposent leurs œuvres, et eux de l'autre côté ils ont un chouette endroit qui met en avant leurs œuvres, et nous on a un chouette endroit qui est mis en avant avec leurs œuvres. Parce qu'il y a pour combien à peu près en somme d'œuvres là quand tu prends toutes les œuvres qui sont ici? Oh, je pense qu'il doit avoir entre 500 et 650 000. Les moins chers sont à 5 000, les plus chers sont des 50 000 ici. Okay. Ça, c'est une partie commerciale et ça, on va dire, c'est une partie dépôt. Alors, c'est dommage qu'aujourd'hui, il n'y ait pas de voiture. Pas de voiture Turismo, c'est ce qui arrive honnêtement toujours. En fait, c'est bon signe en réalité dans ton business. C'est bon signe, mais on a développé une petite offre de storage. Ce qui est bien, c'est que tu vois, là, par exemple, honnêtement, si on n'avait pas fait cette offre-là,
on serait tout le temps dans cette situation-là à parler dans un grand hangar vide. Alors à un moment donné, tu dis c'est chouette, t'as vu, le business ça marche bien. À un moment donné, ça commence à se... Tu te dis ouais, j'ai ce hangar énorme. Ouais, mais il est vide. Il est vide. Mais c'est ça qui est smart, genre je trouve, dans ce que tu fais, tu as quand même développé ton entreprise, tu vas à un certain step, tu réfléchis toujours à comment optimiser chaque partie. Par exemple, tu as de l'espace, ok, les œuvres d'art, tu vas trouver un deal justement pour les avoir gratuitement, pouvoir les entreposer et pouvoir amener une valeur ajoutée en plus à ton lieu et qu'en même temps ça soit gagnant pour eux. Tu as ton espace, tu te dis ok, toutes les voitures elles sont en location, il est vide, comment je vais pouvoir l'optimiser? Je vais pouvoir le rentabiliser en le faisant storer en même temps. Et en fait, à chaque fois que tu as un espace comme ça où il y a quelque chose à faire, tu vas trouver le meilleur deal possible. C'est magnifique. Et puis ce sont tous des hommes d'affaires du Luxembourg, ils viennent avec des copains, ils présentent les lieux. Et ça te fait aussi toi du réseau en plus, ça fait des potentiels clients. Ça transite toujours autour de Tourismo. C'est exactement ce que je voulais. Tu vois ce que je veux dire? Il faut faire vivre l'endroit, il faut de l'énergie, tu vois. Peu importe ce qu'elle est, il faut de l'énergie. Parce que si tu fais rien, mec, Tourismo, demain ça va s'arrêter, tu vois. C'est quoi ça? Alors ça, c'est une Lamborghini STO. Ok. STO, c'est Super Trofeo Omologato. C'est vraiment des voitures de course, tu vois. T'es chaud, tu me fais faire un tour? Ouais, d'office. Je vais te la faire essayer, tu vas halluciner. Je te propose qu'Angèle, juste on se pose un petit peu parce que j'ai envie d'en savoir encore plus sur Tourismo. Comment tu fais ton argent, c'est quoi les rentabilités, comment ça se passe? Et après, on fait un petit tour. Je voulais vraiment comprendre en profondeur le business model de Tourismo et quel impact a eu le développement du personal branding de Angel sur celui-ci. Je vais donc poser quelques petites questions. On a fait un échange de 45 minutes que je vous diffuserai peut-être en vidéo complète. Mais en attendant, voici les éléments clés. Comme tu dis, les barrières à l'entrée, elles sont assez hautes. Ouais. Comment tu as fait justement pour pénétrer ce marché-là alors que les barrières, elles sont aussi hautes? Ça s'est fait avec les années. J'ai pensé donc à l'abonnement ou du moins à ce process d'utilisation très tôt, mais je l'ai fait une étape à la fois, une voiture à la fois, une barrière brisée à la fois. Tu as commencé avec combien de voitures? Avec une. Ok. Voilà. Comment ça s'est passé? Parce que du coup, tu n'avais pas de flexibilité, t'avais pas de... À vrai dire, j'avais même plutôt 2 voitures. Mais c'était mes voitures personnelles, en fait, que j'ai commencé à louer comme ça un petit peu pour tester, tu vois, des gens que je connaissais, etc. Puis j'ai acheté une voiture qui était vraiment faite pour la location, puis 2, puis 3, puis ça a continué. Et puis après, on en a reperdu, on en a regagné, on en a reperdu, on en a regagné. Et puis on a reperdu, perdu, puis on a tout perdu, puis après c'est parti, quoi. Et là, maintenant, on commence à recevoir les voitures par camion. Donc ouais, ça, c'est complet. Ça va bientôt par paquebot. Ouais, t'imagines. Un conteneur de Porsche. C'est ça dingue. Je pense qu'un des trucs aussi là récemment qui a permis de faire augmenter encore plus la demande de clients qui veulent justement du Tourismo, ça a été indéniablement le développement de ton personal branding, tu vois. Comment c'est venu de faire du personal branding? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui ont des business même physiques ne font pas de personal branding. En tout cas, moi personnellement, je vois des gens qui font du personal branding dans plein de milieux différents, notamment dans la formation en ligne. J'ai jamais vu personne qui fait de la location faire du personal branding comme ça. Ouais. Donc déjà, comment ça t'est venu en tête de le faire et pourquoi tu l'as fait en fait? Mais donc, si tu veux, il y a 1 an ou 2, on avait quelqu'un qui s'occupait de faire du content, mais directement pour Tourismo. Et on faisait des vidéos voitures, vraiment voiture, tu vois, juste les voitures. Et puis on se rendait compte que dès qu'on mettait un petit peu d'humain, ça parlait plus, les gens prenaient, les gens appréciaient, les gens mettaient plus de trust quand ils te voyaient que quand tu faisais juste une vidéo de la voiture. Et donc on a commencé à expliquer, à parler autour des voitures un petit peu, mais je te parle de ça, pas sur 150 vidéos, sur 5, 10 vidéos, tu vois, petites apparitions. Donc c'est du branding d'entreprise plus que du personal branding en fait à ce moment-là. Oui, mais on avait mis de l'humain. Mais tu avais mis de l'humain, mais ça restait autour du corporate, ça restait autour de la marque Tourismo à 100%. Ouais. Comment c'est passé et pourquoi tu as décidé de switcher en partie justement sur le personnel? Parce qu'on a compris que les gens suivaient plus un humain qu'une entreprise et que s'ils suivaient une entreprise, c'est pour l'humain qu'il y avait derrière. Et donc c'est là où on a décidé de faire le switch il y a 4-5 mois. On a recommencé, on s'est dit cette fois-ci, au lieu de remettre ses efforts directement sur Tourismo, parce qu'évidemment que si on fait tout ça, c'est pas pour s'amuser à avoir plus de followers, plus de vues, c'est effectivement pour pousser notre entreprise vers le haut. Et donc on a recommencé en ayant toujours le même but, faire connaître l'entreprise, faire connaître ce qu'on fait, faire reconnaître notre travail, mais via le personal branding, donc via moi du coup. Et en termes de retombées, c'est quoi les retombées, on va dire, positives que tu as pu voir justement il y a des vidéos qui ont popé et qui, par exemple, sur un week-end, ramènent 30-40 000 personnes sur le site internet. En 2024, aujourd'hui, pour toi, ça va être quoi l'objectif en termes
de location mensuelle en termes de chiffre d'affaires, tu dirais? Ouais, bah, je pense que, donc pas pendant l'année, hein, parce que 2024 c'est dans 4 mois, hein, tu vois, mais on va dire que le résultat en fin d'année, il faudrait qu'on fasse 1 million par mois, là on aurait fait en location. Just come outside for the night. Take your time, get your life. Got it down. Bon là l'équipe, on va aller faire un petit tour en STO. On va voir un petit peu c'est comment. Là je te sens chaud. Et essaye de parler quand je te la démarre. La bête elle est costaud. Regardez les gars, vous êtes prêts? Écoute, écoute, écoute. Ah non, elle envoie. Elle a l'air puissante. C'est un mec? Mec, ils sont ouf ou quoi? Ils veulent me mettre plus de micro encore. Est-ce que tu te sens chaud? Ah, je me sens bien là. Là, je suis prêt. Bon, l'équipe là avec Angel, il va nous faire un petit tour dans quoi? En Lamborghini Huracan Super Trofeo Omologato. Panetariano? Non, pas du tout, et toi? Je suis dire grazie, prego. Oh, ça va, c'est déjà pas mal, hein? Franchement. Là, ça va. Ciao l'équipe! Et tu vois, là par exemple, elle est rouge à 6000 tours. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore suffisamment chaude. Tu vois? Donc là, il faut attendre et puis elle va. La zone rouge va diminuer. On sent un peu la pression qui monte. On sent la pression, mais là ça va. Là, ça va. Ah, surtout qu'ici, on est dans une zone, je veux dire, où il y a des habitations. Donc on va partir là où il n'y a plus rien. C'est incroyable. Déjà faire péter les décibels. Je commence à prendre goût. Petit à petit là, ça y est, là je commence à comprendre. C'est ton récent, je pense qu'on peut le dire. Ouais, de ouf, clair. C'était incroyable, c'était une dinguerie. Ah ouais? Non, c'est très très différent quand tu la regardes dans le musée comme ça et que voilà, tu vois tout ça, que le gars t'explique, etc. Et que vraiment tu testes, que tu es dedans, que tu ressens vraiment ce que la voiture, ce que le véhicule a dans le ventre. Ce qu'elle est capable de faire. Que tu es connecté un peu avec le truc comme ça. Honnêtement, on est à un dixième en plus. À un dixième. Ouais, mais ce qui est fort justement, c'est que tu ressens que le truc il est pas poussé, ouais, mais qu'il est c'est déjà incroyable. C'est déjà ouf. Non. Je pense qu'il va aimer les voitures. Ah, il m'a dit, je commence à comprendre. Ben voilà. D'après une de mes sources, tu commencerais à comprendre. Je commence à comprendre pourquoi des gens peuvent être passionnés par ça et peuvent prendre du plaisir justement
à investir leur argent justement dans ce genre de choses-là. Je commence à comprendre le plaisir que je peux ressentir, alors qu'en plus, quand même, j'étais sur le siège passager, donc j'imagine que quand tu conduis et quand juste tu sens qu'au bout de ton pied, tu vois, t'as cette puissance-là justement directement, je pense que c'est encore différent. Et je te remercie Angel pour cette super expérience. Avec grand plaisir, mec. Après s'être bien amusé en voiture, je voulais qu'on retourne dans le domaine où tout a réellement commencé pour Angel, où les mains dans la poussière, il a construit les prémices de sa fortune. Amateur de choses interdites, t'es-tu? Je voulais pouvoir être succès, j'ai eu. Donc je nous disais, c'était comment avant? Ah, je te montrerai les photos, c'était Bagdad, mec. On a commencé avec la terre, un puits en sol, et du premier étage, ah, putain, ta gueule, et du rez-de-chaussée jusque tout en haut, on voyait tout, mec. Ça a commencé à combien de temps le chantier là? Il y a 2 ans. Donc ici, t'as un studio. Bon, c'est Bagdad, putain, comment tu veux que je fasse des photos de ça, moi? Tu vois, tu viens pas pendant quelques mois et c'est vraiment un chantier de merde. Regarde ici, on a payé ça? On a payé ça? Pas tout, parce que toutes les portes sont pas mises. Les gars, c'était censé être tout clean. Bon, ben c'est ça la vraie vie, mec, hein. Les galères, et les galères, et les galères, et les galères. Qu'est-ce que je suis fatigué, mec. Dis-moi, c'est chiant, c'est fatigant ou c'est comment? Non, quand t'as que ça à faire, c'est tellement simple. C'est juste que moi, j'ai le temps de plus rien gérer et tout prend du temps. Là, j'avais fait une offre pour faire 14 maisons et j'ai lâché prise parce que c'est impossible de gérer ça. Quoi. Trop de charge mentale, trop de trucs en même temps, trop de défocus. C'est pas compliqué, hein. C'est de la charge mentale, c'est de l'espace que ça t'occupe, que tu peux pas mettre ailleurs. Ouais. Et après, c'est quoi après la rentabilité que tu vises avec ça? On va toucher dans les 5-6 000 euros par mois. Donc là, il y a quelqu'un qui gère, là, qui supervise? En gros, on a mis quelqu'un qui gérait plusieurs chantiers, 3 chantiers à nous différents. Ouais. Elle les a complètement lâchés quand elle était à 80% du paiement. Et donc, on s'est retrouvé de nouveau sans plus personne. C'est pour ça que le chantier est de nouveau dégueulasse. Et c'est ça aussi, tu vois, quand tu fais des choses, ben, une fois que tu as ton équipe, tu vas super simplement. Tu vois, là, tu peux dupliquer les opérations. Smooth, mec. Mais là, quand c'est pas le cas. C'est plus financier. Mais quand tu n'as pas encore tes équipes, ils font tous la misère. Mais sur quoi tu t'es basé pour dire, vas-y, que tu prenais le terrain d'ici et que. Ben, c'était même pas un terrain ici, c'était une ruine, mais le truc qui était bien, c'est que le permis d'urbanisme était déjà là. Et déjà aussi que le prix de l'immobilier a augmenté de 40% dans la région. Donc là, je me suis dit, c'est peut-être le moment de faire une chouette OP. C'est une OP super courte en fait, tu vois. Et quand tu regardes, tu te fais sur une OP comme ça, tu fais, si je revendais direct, je me ferais plus de 35 000 euros nets par mois de bénéfices. Et tu dois continuer à investir comme ça à côté de tourisme pendant que tu as le streaming de tourisme en même temps. Par exemple, quand cette OP là va se finir, tu vas. Là, on vient de réinvestir 1,3 million. Ok. Dans quoi? Dans une villa. Comment t'as commencé dans l'IMO? C'était quoi ta première opération? J'ai tout fait moi-même. J'ai fait la cuisine, j'étais allé chercher chez Ikea, petit carrelage au bricot, tu vois. La salle de bain, petit carrelage au bricot. Bon, tu sais pas trop carreler, ok, tu veux que ce soit clean, tu trouves un petit carreleur, là, boum, 1000 balles, il carle. Et c'est pour ça que je dis, les gens qui disent, bon, c'est compliqué de faire son premier argent, c'est compliqué de se sortir les doigts du cul et de commencer à travailler. C'est ça qui est compliqué, tu vois. Évidemment que, ah oui, mais je travaille déjà 40 heures par semaine, quand je rentre, je suis fatigué, il faut faire les courses, il faut faire le linge. Ouais, mec, ouais. Mais tout le monde, mec. Ouais. Tout le monde, mec. T'as envie de faire quelque chose de plus, ben, il faut que tu sois meilleur que tous les autres. C'est tout, point à la ligne. T'as envie d'être meilleur, t'as envie de faire partie du 1%, ben, il faut être sûr que tu fais plus que les 99 autres. Et donc tu commences comme ça, et puis tu commences en fonction de ton échelle. L'échelle n'a pas d'importance, tu vois. C'est la vitesse que tu prends, la vitesse de croisière. C'est quand tu vas commencer à te lancer. Par exemple, le premier bien, je l'ai vendu sans rembourser la banque. C'est pas possible, si c'est possible. Tu vois, on a vendu ça 310 000 euros. On a vendu 285 000 euros l'appartement, 25 000 euros le garage, on a pris 310 000 balles. On a fait 1 an de petits travaux nous-mêmes, et encore, tu fais ça, mec, je travaillais jusqu'à 3 h du matin. Hein. Quand je dis c'est simple, tu conseillerais quoi par exemple à quelqu'un qui regarde peut-être cette vidéo, tu vois, qui se dit j'ai envie de me lancer dans l'immobilier? Si on repart sur l'échelle de base, moi ce que je conseille peut-être aux gens, c'est quelqu'un qui habite en Belgique ou en France, dans une ville normale. Je dirais que tu achètes ce que tu peux acheter avec tes capacités financières, pas surcoter tes capacités financières pour pas te planter non plus. Pourquoi pas habiter dedans pour te démerder toi-même, t'acceptes un petit peu que voilà, tu vis dans les travaux, mais c'est comme ça. Il faut faire des sacrifices. Hein. Sans sacrifice, il ne va rien se passer du tout. Donc tu prends un peu de sacrifice, tu prends un peu de risque. Ok, t'as pas de compétences, mais bon mec, le monde est à portée de doigt, tu vois, je veux dire. Donc fais 3
3-4 clics, tu as les tutos sur tout ce que tu as envie, tu sais mettre du quick step, ah, je suis pas manuel, ouais, mais mec, commence pas avec des excuses, sinon on va pas y arriver, tu vois. Donc, et là, tu retapes ton appartement, tu vis un petit peu dedans, puis tu revends ton premier appartement avec une petite plus-value, tu peux même, si tu n'as toujours pas suffisamment d'argent pour lancer un projet, bah, tu refais un autre appartement où tu vis aussi dedans, donc tu vis de nouveau dans les travaux. Si tu veux faire quelque chose, tu dois accepter la part de risque, accepter la part d'inconfort et de sacrifice que tu dois y mettre, tu vois, point à la ligne. Et aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup de questions je vois, qui se posent en ce moment par rapport, que ce soit la hausse des taux, etc., de personnes qui se disent, ok, j'ai envie d'attendre le bon moment peut-être pour commencer à investir. Ouais, mais il y a jamais le bon moment. Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être les taux, ils vont encore monter pendant 2 ans, 3 ans. Je pense que le début de ta boule de neige, le début de ton expansion est plus important que d'attendre le bon moment. Quand les intérêts sont plus chers, pour toi, l'immobilier, ils se vend tout aussi bien? Ouais, non, tu vas avoir beaucoup. Bien sûr, donc ça s'équilibre en fait toujours. Ça peut s'équilibrer. Peut-être pas toujours, mais... Pas à 100%, mais en tout cas à une certaine mesure. Ça peut s'équilibrer, tu vois. Donc, et puis tu gagnes 2 ans de vie, mec. Le bien le plus précieux, c'est vraiment ton temps. C'est de commencer le plus tôt possible. Pour moi, c'est ce qui est le plus important, peu importe où, là où tu commences. T'as commencé à quel âge, toi, du coup? Mon premier bien? Ouais, ton premier bien. 20 ans, 21 ans. 21 ans, on était propriétaire. Ouais. Et tu devais continuer à faire de l'immobilier toute ma vie. Toute ta vie? En parallèle de Tourismo et tout le développement? Toute ma vie. Ici, c'est parce que c'est trop hardcore. Et encore, tu vois, on achète encore un truc. Mais l'année prochaine, on rachètera un truc, on remettra, à mon avis, un projet. Le projet qu'on voulait faire, c'était un projet à 5,5 millions, plus ou moins, tu vois. Toi, aujourd'hui, si jamais tu avais, par exemple, pour conclure cette partie-là, vraiment un conseil que tu pourrais donner, tu vois, directement à la caméra, aux personnes qui regardent cette vidéo-là, justement, dans l'immobilier, de tout ce que tu as pu, on va dire, un petit peu apprendre, expérimenter en étant vraiment sur le terrain, parce que toi, tu t'es formé en mettant la main à la pâte, en grandissant dans le milieu ouvrier, etc. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais à... Le conseil que je donnerais, déjà, c'est de ne pas vouloir commencer trop grand, parce que chacun doit regarder sa situation personnelle. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu peux pas dire, ouais, mais un appart, c'est trop petit, etc. Lui, il fait 17 apparts, ok, mec, mais il faut bien commencer quelque part. Tu vois, on parlera des 17 appartements la fois prochaine. À part si tu sais commencer avec 17 apparts, vas-y, fonce, tu vois, tant mieux. Mais si tu sais faire qu'un appart, fais qu'un appart. Si tu sais faire qu'une maison, fais qu'une maison. Si tu n'as pas trop de compétences en construction, que tu as 2 mains gauches, bah, essaie de trouver un truc où tu peux faire des petits trucs qui sont impactants. Tu vois, pas des grosses rénovations, pas refaire la toiture, refaire les... Donc prends plutôt un appartement où la copropriété elle est bonne, tu vois, et où tu dois juste faire un peu d'amélioration, d'embellissement, refaire le sol, détapisser, est-ce que c'est le carrelage, c'est le papier peint de la grand-mère, tu vois, tu jettes le papier peint de la grand-mère, tu remets un peu de goût, et alors tu changes la salle de bain, tu changes la cuisine, et ça peut te faire déjà une très très belle plus-value. Ça peut te faire déjà une très très belle plus-value. Par exemple, pour les gens qui sont à Bruxelles, il faut aussi se rappeler, mais bon, là-dedans, il faut habiter 5 ans, ok, make sense, mais tu as l'abattement. C'est-à-dire que quand tu achètes tout ce qui est en dessous de 175 000 €, tu ne payes pas de frais d'enregistrement. Okay. Tu vois, mais ça te fait économiser presque 27 000 € de cash. Ouais. Oui, mais mon grand-père, il m'a dit que j'allais perdre ça avec les impôts. Ok, mec, mais ce qui est le plus important, c'est de mettre les armes dès le début. On s'en fout de ce que tu vas payer, on s'en fout que ton grand-père ou ton père ou ta tante, elle a dit il ne faut pas acheter à 3,5% de TEG, c'est trop cher. Moi, on m'a prêté à 3% il y a 6 mois. Ok, mais ton cas n'est pas le même. En fait, la banque, elle va te prêter et ton taux d'intérêt, il va dépendre aussi du risque qu'elle a. Si c'est le premier achat que tu fais, si tu es déjà un peu, tu vois, scarque pour l'achat, évidemment que tu vas payer plus d'intérêt. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout au final? Tu vois, dans 5 ans, ce bien-là, les montants-là n'auront plus aucune importance pour toi. Mais si tu n'es pas passé par là, ils seront toujours le sommet de la pyramide. Ouais. Tu vois, donc one step at a time. Je pense qu'on peut conclure là-dessus et parler de ça plus longuement si tu souhaites. Et on peut... C'est un sujet qui te passionne. Mais mec, tout me passionne, mais tout ce que tu fais, il faut faire. Fais, pète-toi la gueule, recommence, teste. Mais les gens sont leur première limite, tu vois. Ouais, je sais pas faire ça, je sais pas faire ça, mais tu vas apprendre. Depuis le début de la journée, je suis pas choqué par les voitures, en vrai. Et là, elle est folle. Là, je peux pas faire le mec blasé. Là, elle est dingue. On dirait un Transformers frelon asiatique. Bon, du coup, Angel, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, écoute, une vraie folie, mec.
complètement différent de ce que j'ai pu connaître. Franchement, j'ai apprécié à retester dans des conditions plus flex, parce que là, vous étiez tous derrière nous, je me dis, je vais pas vous emmerder non plus de trop. Mais vraiment, chouette voiture. Je sais pas si on peut appeler ça une voiture. Chouette bolide. Chouette bolide, voilà. Bon, allez, let's go les gars. On a ensuite pris la route pour rentrer vers Luxembourg et on a fait une petite pause au McDo, on a bien déliré, on a rigolé. Puis après, on s'est rendu au bar des locaux de Turismo, qui d'ailleurs sont ouf, et où on a eu une discussion qui est sûrement la plus importante de toute cette vidéo. Sylvain, santé. Angel, merci pour cette journée. Je sais pas si c'est une très belle image qu'on dégage là avec un petit gin tonic, mais Bon, ça va, c'est pas en méchant. tout cas c'est une image de bon vivant, non? C'est pas méchant. Faut montrer tous les côtés. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et quelle voiture t'as préférée aujourd'hui, honnêtement? Honnêtement, aujourd'hui, que j'ai préféré en confort dedans, le Range, parce que entre le frais, c'est une voiture où tu peux te faire conduire, où t'es à l'arrière, où tu peux être en même temps bosser, à parler tranquille, tu peux te faire masser, Tu serais le mec qui se prend un chauffeur quand il a genre Ouais, moi, je me suis dit, c'est possible que je prenne un chauffeur avant d'avoir le permis. Le setup, c'est pas un client pour nous, ça, les gars. Ah, quoi que si, en fait, pourquoi pas? Ça nous a déjà arrivé, du coup, il va falloir que je fasse quand même beaucoup de cash. Là. Ça me frustre que les gens n'ont pas encore compris que c'est plus cool, ou pas tous les gens, que c'est plus cool d'être abonné que d'être propriétaire. Parce que être propriétaire, ça veut rien dire, mec. Tu vois, qu'est-ce qui est cool à être propriétaire? De posséder? Qu'est-ce qui est cool à posséder? Si tu possèdes et que tu n'utilises pas, qu'est-ce qu'il y a de cool fondamentalement dans l'automobile à posséder des choses? Dans les voitures de sport, je trouve que c'est 1000 fois plus nul d'avoir une Porsche 911 que d'avoir un abonnement et une flexer entre la catégorie 2 et la catégorie 3. Vivre dans l'abonnement, donc l'expérience de l'automobile et dans sa consommation, il n'y a rien de plus stylé que l'abonnement. C'est quasiment impayable, pas pour des multimillionnaires, de pouvoir faire ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire? Pour un prix qui est proche de leasing opérationnel ou de temps en temps même moins cher pour certains. Surtout si tu en possèdes plusieurs. Enfin, je sais pas si tu te rends compte, mais ouvrir ton app, commander ta caisse, avoir ta Porsche 911 qui se livre le matin et le mois prochain tu la remets parce que tu vas au sport d'hiver, taper le dernier G63, tu vois, puis tu kiffes les 4x4 et 2 mois plus tard il y en a un nouveau. Mec, c'est une expérience qui est quasiment inachetable. Toi aujourd'hui, Turismo, ça te prend toute ta vie, j'ai envie de dire, c'est une énorme partie de ta vie. Non, tout. On peut dire toute ta vie? Ouais, toute ma vie. C'est la chose pour laquelle tu te bats, c'est la chose pour laquelle même dans ta relation, vous travaillez ensemble justement sur ce projet-là, ça va plus loin qu'un simple projet ou qu'un simple business que quelqu'un pourrait lancer, je lance un site de, je sais pas, de drop, ou je fais une entreprise de ça ou quoi, là c'est vraiment un projet de vie, ça va plus loin. Pour toi aujourd'hui, à travers ça, c'est quoi le plus dur au quotidien? Allez, tu vois, quand tu es profondément accroché à ça, à la réussite, à faire quelque chose de lourd, tu peux pas concevoir que les autres ne le soient pas autant que toi, tu vois. C'était déjà arrivé justement d'avoir sur ton chemin justement des personnes qui te plaisent dans ton équipe ou qui étaient près de toi mais qui n'avaient pas cette même vision que toi et que ça t'a touché, blessé? C'est pour ça que tu crées une distance mentale avec tout le monde, mec. Parce que les gens vont dire, moi j'ai jamais dit, mais tu pourrais paraître égocentrique parce qu'il n'y a plus que ça qui tourne dans ta tête. Tu vois? C'est tout le temps ça et tu t'arrêtes pas de penser au boulot, t'as pas un moment off par exemple. Mec, faire quoi, tu vois? Je sais pas. Moi, ça me passionne, je peux en parler tout le temps, mec. C'est quoi qui te drive, du coup? Mais je sais pas, enfin, il y a un truc qui me drive, c'est que je sais où elle peut aller, tu vois. Je le sais, tu vois ce que je veux dire? C'est de réussir à aller au plein potentiel du truc. Ah ouais, mais il y a un putain de boulevard, tout est réuni, l'expérience, le moment au marché, les relations, les finances, la confiance, tu vois, ma maturité, tout est réuni pour que ce truc, ça explose. Comment tu veux que ça te drive pas? Tu vois, ça peut, des boîtes comme ça, même si tu es un bon entrepreneur, c'est pas pour autant que ça va tout le temps t'arriver. Parce qu'il faut être un bon entrepreneur, il faut avoir résilié assez de fois dans le business ou pas, au prorata de la chance ou pas, ou du moment où tu l'as fait, donc toujours une part un peu de chance, on va dire. Mais moi, j'ai eu plein de fois dans ma vie, pendant 10 ans, j'ai essayé d'avancer comme un porc et j'ai pas eu tous ces trucs réunis, j'ai quand même avancé. Et aujourd'hui, je sens que je l'ai, tu vois. Donc je vais rien lâcher, mec. Il n'y a aucune chance pour que je lâche quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire. Ou que je vente et que j'arrête, c'est impossible, mec. Impossible. Et là, c'est plus grand que tout. Hein. C'est ouf ça quand même, non?
Et c'est comme ça pour plein de gens, en vrai. Hein. C'est comme ça pour plein de gens, mais c'est autre chose que l'entrepreneuriat, ça, je pense. Parce que qu'est-ce que j'en sais que je vais encore avoir des boîtes qui auront autant de potentiel? Parce que le potentiel de ta boîte, à un moment donné, tu te bats contre un marché et un réel besoin, tu vois ce que je veux dire? Donc tu peux être bon et on montrera peut-être un business qui a un ratio monté à 10 millions, à toi à 50 millions, mais il y a un moment donné, tu vas être limité par ton marché, tu vois? Donc combien d'entreprises je vais créer dans l'avenir qui auront le même potentiel marché, le même potentiel que toi et moi? J'en sais rien, peut-être qu'il n'y en a qu'une, tu vois. Je vais pas la laisser passer cette chance-là, tu vois, c'est impossible. On a lancé l'abonnement en décembre, mec. C'est 10 mois. Et on parle de l'abonnement comme si c'était un truc tout à fait sensé, qui existait, genre. L'abonnement, ça n'existait pas vraiment, tu vois. Genre, abonnement, plusieurs catégories, tu peux switcher, ça n'existait pas. Trouve une offre comparable à la nôtre. Non, ce que je vois, c'est de la résilience. C'est une très très forte résilience en réalité que tu as eu sur des années, depuis 2016, depuis que tu as commencé à penser à l'abonnement, penser au projet, penser au développement. Et très souvent, je pense qu'aujourd'hui, on le voit encore plus avec la génération, tu vois, du business en ligne et avec les réseaux sociaux. On a l'impression que tout le monde réussit, ou tout va vite, ou si on ne réussit pas à devenir multimillionnaire, tu sais, en un an, c'est que nous, on a raté notre vie. Moi, aujourd'hui, je vois plein de gars, genre, tu vois, même qui ont mon âge, même qui sont un peu plus jeunes, tu vois, qui ont par exemple même des fois 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui ont l'impression que si jamais ils ne sont pas millionnaires, genre, tu vois, à la fin de l'année, limite, ils ont raté leur vie. Et en fait, ils ne se rendent pas compte que dans chaque projet, peu importe le domaine, je pense, dans lequel tu entreprends, que ce soit effectivement dans la location, que ce soit on parlait par exemple du e-com, que ce soit en créant un SaaS, que ce soit peu importe le type de business model que tu vas faire, tu vas retrouver plein de galères jusqu'au point où tu vas vouloir complètement lâcher une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et très souvent, les personnes vont lâcher un de ces steps-là, alors qu'effectivement, c'est peut-être la fois d'après que ça va justement repartir. C'est quoi vraiment ta définition de la liberté? C'est qu'il n'y a pas de barrière devant toi. Tu fais ce que tu veux. C'est tout. Et je pense que tu peux vraiment y arriver, mec. Et l'argent c'est une putain de part de la liberté, mec. Ça a changé quoi pour toi là depuis que… Mais ça change tout, tu fais ce que tu veux, mec. Tu fais ce que tu veux. Quand t'as de l'argent, tu fais ce que tu veux. Tu vis comme t'as envie. Tu dis merde à qui t'as envie. Tu dis bonjour à qui t'as envie. Tu vas où t'as envie. Tu fais ce que tu veux. Tu bouffes ce que t'as envie. Tu bois ce que t'as envie. Tu te réveilles quand t'as envie. Tu vas dormir quand t'as envie. Tu fais tout quand t'as envie, ce que t'as envie. C'est incroyable ça, mec, comme pouvoir. Et t'as 90% des gens, dès que tu leur parles d'argent, t'es un gros connard, un péteux, tu sais parler que d'argent. Mais mec, tu rêves d'argent matin, midi, soir. Et t'en parles pas parce que t'es un lâche. Tu vois, parce que pour toi, l'argent, c'est un problème, alors t'as décidé de le fuir au lieu de le battre. C'est un truc de ouf, ça me rend fou. De nouveau, comme je te disais, le mec qui est bien dans sa situation et qui s'en fout de ça, et qui a pas… Non, on ne juge pas sur le niveau d'argent qu'il gagne, mais juste sur le gars qui veut, mais qui se cache et qui le fait niveau genre… de l'acheter face à tes envies, ça c'est fort. Si tu as envie, tu dois tout faire pour. Et en fait, tu seras toujours beaucoup moins lâche, ou pas du tout lâche, par rapport au mec qui est peut-être plus riche que toi, mais qui ne s'est pas battu pour ses envies. Je m'explique. Peu importe si tu essaies et que tu as un rat tout le temps, tu vois, et qu'il y a un autre, il est là, il est employé, il a fait ses 5 ans d'études, il gagne 5000 balles par mois, et toi, tu es déjà à ta 6e boîte, tu t'es cassé la gueule 1000 fois, et il dit, t'as vu mec, t'aurais dû finir les études, moi je m'aimais bien, là, tu vois, je viens de m'acheter la dernière BMW. C'est qui le plus lâche? Alors que lui, il a envie de monter des boîtes dans tous les sens, l'employé, et qu'il l'a pas fait. Au moins, toi, tu te bats pour ce que tu as envie, tu es dans la compète, mec. La réussite, c'est pas ce qu'il y a de plus… La réussite, c'est ce qui te glorifie. C'est-à-dire, pendant que tu perds, t'es un nul, tu vois. Une fois que t'auras réussi, mais t'es le même mec. T'es la même putain de personne. Peut-être avec un peu plus d'échecs, avec un peu plus d'expérience, mais t'es la même. Mais tout d'un coup, aux yeux du monde, t'es incroyable. Tu l'as senti vraiment cette ascension-là, parce que, en plus, avant, c'est vrai que t'étais pas du tout présent sur les réseaux sociaux. Non. Là, t'as eu une forte exposition. Ce qui me frustre, par contre, c'est… Je découvre une vue sur le monde, tu vois. Avant, je vivais tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Avec mes amis, mes copains, mais je regarde pas le journal parler, je regarde pas les révolutions, les gens qui se battent contre les riches qui se battent contre les pauvres, je calcule pas ça, tu vois ce que je veux dire? Et là, je me suis pris une de ces claques, mec, sur le niveau de pensée des gens qui est tellement violent. Mec, je viens de rien, tout le monde te dit t'es d'office fils à papa, t'es machin, t'es… Moi, je sais qu'il est suisse. Ouais, mais tu vois, je m'en fous de ce qu'on pense, vraiment profondément, je m'en fous, mec. De toute façon, même si je serais fils à papa, je lui dirais merci à mon père, tu vois, j'ai aucun souci avec ça. Comment tu veux que le monde avance s'il n'y a pas plus de mecs qui y croient et qui font des choses, mec? Peu importe ce que c'est. J'ai l'impression qu'avec le temps et avec les réseaux, le niveau de clivage entre ceux qui croient que c'est possible et qui se donnent à fond et ceux qui croient que c'est pas possible
fait que en fait, genre tu vois, augmenter. Genre tu vois ce que je veux dire avec les réseaux de plus en plus, dans le sens où tu as des personnes qui voient ça, qui vont être encore plus fans qu'avant, qui vont se donner à fond, qui vont monter des boîtes, qui vont avoir 16 ans, qui vont commencer à entreprendre, alors qu'avant on voyait très peu ça. Tu vois, le niveau de rivalité a augmenté. Et je pense honnêtement, au pif, hein, aucune idée, mais je pense honnêtement qu'il y a plus de mecs qui pensent que c'est possible et qui pensent qu'ils peuvent y arriver qu'avant. Bah, moi je pense qu'avec les réseaux, effectivement, ça te montre ça. Tu vois, moi je vois combien de potes à moi, ou même moi, genre tu vois, dans une certaine mesure, on a vu des personnes faire des choses, on a vu des personnes évoluer sur les réseaux sociaux, c'est eu un impact pour nous qui a été hyper positif. On s'est dit, bah, si eux peuvent, pourquoi pas moi? Ouais, non, et c'est juste en fait cette petite pensée qui change tout. C'est si lui il peut, pourquoi pas moi? Le directement, ouais, lui c'est un mytho, vas-y c'est une arnaque, etc. Et, tout. Et ce petit switch de pensée là, cette ouverture là, je dis pas qu'il faut voir tout ce que tu vois sur les réseaux, il faut croire tout le monde, il faut se dire que ouais, tu vas donner pareil. Mais non, mais t'as beaucoup de mythos. Mais non, Il faut garder un esprit critique. Mais t'as plus à gagner, même à croire entre guillemets à un mytho, à te mettre dans cette énergie là d'avancée positive, qu'à être sur la défensive, à te priver de toutes les opportunités. Ouais, en fait, il faut juste pas être con, quoi. Ça veut dire que t'écoutes pas imbécilement les gens. Ouais. Si ça t'intéresse, au lieu de croire ou de ne pas croire, tu te renseignes, tu vois, et t'essaies d'avancer. C'est quoi ton mot de la fin, Angèle? C'est de la poudre aux yeux. Là, cette journée, c'est de la poudre aux yeux. C'est-à-dire qu'elle était sincère, elle a été vécue, elle a été réelle. C'est de la poudre aux yeux. C'est pas ça, tu vois, c'est pas ça tourisme, c'est pas ça le taf, c'est pas ça entreprendre. Qu'est-ce que tu veux dire par ça de la poudre aux yeux? Mais c'est que la résultante, tu vois ce que je veux dire? C'est pas le process. Ce qui est inspirant, ce qui est fort, c'est le process, tu vois. Moi, je me passionne plus quand je découvre quand je me rends compte de la rentabilité d'un nouveau pays ou d'un autre truc, tu vois, et que je peux remettre en process en cours, c'est ça qui me passionne. Mais 1000 fois plus qu'aller chercher une nouvelle Bentley, mais boire une coupe de champagne, mais vraiment 1000 fois plus. Là, je peux par exemple, là, tu veux me voir en action? On se lève, on va sur mon tableau blanc, mon vieux. Non, mais je rigole, je suis chaud. On allume le PC, je te mets des business plans qui font 6 pages. Et là, je veux vraiment kiffer. Tu vois, c'est voir ces chiffres qui sont en fait en réalité et connaître de base d'un business plan, des lignes de chiffres, tu vois. De partir de ça et de créer tout un business et puis de te dire, regarde, là, il y a 6 mois, j'avais dit qu'on allait faire ça, qu'on allait faire comme ça. C'est de matérialiser ça dans le physique. Et on a fait x2. Mais mec, c'est un truc de ouf. Tu trouves pas que c'est un truc de ouf? C'est tellement plus complexe que les chiffres. Je trouve ça un truc de ouf, moi. C'est-à-dire, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est le résultat. Tu vois, genre, c'est comme si tu étais arrivé, que ça fait 10 jours que je cuisine un plat incroyable. On est venu, on l'a bouffé. Et t'es venu, t'as bouffé. T'as kiffé. J'ai bouffé en 5 minutes, je me suis. Mais t'as rien appris, tu sais toujours pas faire la recette. Enfin, évidemment que tu sais la faire à ta sauce, toi. Mais cette recette-là, tu sais pas la faire. Tu vois ce que je veux dire? Je t'ai pas appris la recette aujourd'hui. Je t'ai fait goûter le plat. Putain, la métaphore, elle est folle, mec. Et tu découvriras la recette complète dans sa nouvelle formation. T'es trop fort. Non, mais tu seras commissionné. Sur le lien. Le lien Silouane 15, 15% de ristourne. Chill, les gars. À Tourismo. Et c'est là qu'on balance vraiment une formation. Moi je rigole pas. Hein.